vais peut-être me mettre là parce que tout le monde entend, ce sera mieux. Voilà, donc merci à Constantin de m'avoir invité. Voilà, ce que je voulais vous dire, puisque on s'est donné 20 minutes maximum. 20 minutes, hein, on prend. On verra, comme vous en avez marre, on me dit, j'arrête. Voilà, donc je voulais axer ces quelques propos sur le mot agrocité, parce que évidemment on peut croire que c'est un gros mot, je parle pour la mer actuelle qui considère ça, mais pour d'autres c'est une longue histoire. Et donc c'est un peu ça que je vais essayer de rappeler très rapidement. En fait, les rapports entre l'être humain et la ville, qui est un lieu artificiel, et la nature, sont des interrelations qui ont toujours existé. Et donc il suffit de regarder les plans les plus anciens pour y repérer systématiquement des vergers, des maraîchers, des friches, des laissés, etc. Dans les villes. Et donc la ville est toujours un lieu qui a besoin de la nature pour respirer. Le mot nature, du reste, je vais m'arrêter 2 secondes dessus, en latin c'est natura, je vais y revenir, mais c'est la traduction du grec physis, qui va donner physique en français, et la physis, c'est ce qui naît, ce qui croît, ce qui décroît, ce qui meurt et ce qui renaît. Donc il y a un élément fondamental dans la notion de physique et de nature, c'est l'idée de processus. Le processus ininterrompu et sans fin. Et donc, quand on est contre nature, quand on vient contrarier la nature, c'est qu'on essaye d'intervenir pour empêcher ce processus, cette dynamique interne, si vous voulez, de s'effectuer par elle-même. Et donc, on le voit très bien, il y a des systèmes, en particulier l'urbanisme, qui pour moi maintenant est un mot toxique. J'expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure. Je m'en excuse au passage au maire à l'urbanisme. Je préfère parler de ménagement environnemental, mais bon, on dit encore ce mot barbare d'urbanisme. Alors je le dis tout de suite en 2 mots. L'urbanisme pour moi, c'est le moment occidental de l'urbanisation productiviste. Bon, je peux vous en faire l'historique si vous voulez, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc aujourd'hui, il faut rompre avec ça, il faut sortir de ça. Et il faut surtout rompre avec ce qu'on appelle le projet urbain, qui pour moi est une calamité. Il faut avoir une pensée de trajectoire, donc de trajet, on pourrait appeler ça trajet urbain, ce serait plus malin que projet. C'est quelque chose qui forcément est réversible, c'est forcément quelque chose qui est mutable, c'est forcément quelque chose qui connaît ses propres métamorphoses au fur et à mesure, d'où le magnifique exemple de ce lieu, hein, qui ne cesse de se modifier, de se transformer, qui se transforme, j'allais presque dire, naturellement, et ça c'est évidemment quelque chose de métaphoriquement excessivement intéressant. Alors maintenant, le lien entre la nature et la ville, en fait on s'en est rendu compte avec la ville industrielle. C'est au XIXe siècle où tout d'un coup, il faut aussi dire que les nouveaux citadins venaient des campagnes, et donc ils avaient aussi la nostalgie de leur propre lieu de naissance, de la campagne ici, le rivage là, la montagne ailleurs, et donc ils avaient un manque de nature, et le dimanche, comme vous savez, si vous avez lu Maupassant ou d'autres, ils allaient canoter au bord de la Marne ou ailleurs, et donc il y avait cette nécessité de renouer avec une nature qui était perdue. Zola a une magnifique phrase dans Une page d'amour, il dit comme ça, et elle mettait sur le rebord de sa fenêtre, il parle de l'héroïne, elle mettait un peu de printemps. En fait, c'était simplement un pot de fleurs, mais ce pot de fleurs exprimait une saisonnalité, si vous voulez. Parce que l'être humain citadin est quelqu'un qui a perdu ce rapport à la chronobiologique de la nature, il a perdu la saisonnalité, il a perdu la rythmique, et donc il est en train de se décosmoséiser. Vous n'entendez pas répéter. Je n'arriverai pas. Donc il est en train de rompre avec le cosmos. C'est une phrase qu'on trouve chez Bachelard, hein, qui est un de mes amis personnels, mais il peut aussi être le vôtre. Hein, il va très bien, je vous rassure. Et il va très bien et il réfléchit en permanence aux 4 éléments. Alors voilà pourquoi on perd le cosmos. C'est quand on est coupé des 4 éléments, en Occident, 5 en Orient, mais ça revient exactement au même. Les 4 éléments sont la terre, l'air, l'eau et le feu. C'est Empédocle, dit-on, qui le premier va les lister et se préoccuper d'eux. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque élément est contradictoire en lui-même. C'est-à-dire que dès qu'on commence à penser un élément, on pense la dialectique du monde, on pense la dialectique des choses. L'eau, vous avez soif, l'eau vous désaltère, mais peut vous noyer. Le feu vous réchauffe,
mais peut aussi incendier. La maison, l'air vous permet de respirer, mais peut vous asphyxier. La terre vous nourrit, mais c'est là où vous allez être enseveli, etc. Donc on voit bien que ce rapport aux éléments est quelque chose de fondamental dans notre position d'être humain. Et évidemment, dans un lieu artificiel comme la ville, on est coupé de ces 4 éléments, on ne les voit pas. Et le pire, je mentionne ça parce que j'ai ça en tête depuis que je travaille beaucoup sur les enfants dans la ville et sur les aires de jeu que je condamne, et je prône au contraire des jardins partagés, des terrains d'aventure, etc. Pour eux, il n'y a rien de mieux, évidemment, que ça, parce que là, on a les 4 éléments en permanence. Et on mélange de l'eau et de la terre pour faire un gâteau, un gâteau, un fou, mais peu importe, on donne à manger à son pote, tout ça. Il y a des échanges, on peut avec des bûches fabriquer un feu, et tout ça est décisif, mais sauf que chez nous, c'est interdit. Et donc, je milite dorénavant pour une école élémentale, et non pas une école élémentaire. Bon, mais j'ai perdu. Voilà. Si on est plusieurs, on peut peut-être gagner, mais donc il faut remplacer l'école élémentaire par une école élémentale, c'est-à-dire une école qui va exalter ce qui nous permet à chacun d'entre nous d'établir en permanence ces relations et ces interrelations, parce qu'il y a des réciprocités, entre l'être humain et le vivant. Le vivant est un personnage fondamental, et quand on a la chance, comme vous ici, d'avoir des poules, d'avoir des arbres, d'avoir des carrés à cultiver, eh bien on peut converser en permanence avec... moi j'habite Choisy-le-Roi, j'appartiens à l'association On Sème à Choisy, c'est un mauvais jeu de mots, mais le verbe sommer, je précise, pour ceux qui ont compris la ruse. Donc On Sème à Choisy, et on a lancé un programme d'adoption d'un arbre. Donc on demande aux habitants qui sont en face d'un arbre de l'adopter, et puis du coup on vient, ils doivent s'occuper du pied de l'arbre, et donc c'est un peu inspiré de la guérilla jardinière, si vous voulez, qui est née aux États-Unis en 1962-63, donc il y a déjà longtemps, et au même moment où aux États-Unis on inventait les jardins de poche, les pocket gardens, également en 1962-63. Et alors du coup j'ai fait l'historique de tous ces mouvements liés à la nature en ville, et c'est en 1906 qui est publié pour la première fois à Lausanne, un ouvrage qui s'appelle « Des fleurs et des villes » de Georges Montenac, où il appelle à cultiver les toits. 1906. C'est pour vous dire qu'il nous faut toujours, quand on est contraint d'affronter des décideurs, des élus, etc., on est contraint à une approche rétroprospective. Il nous faut nous projeter dans notre futur, dans ce qui va advenir, et donc il faut rompre avec cet urbanisme terrible que j'ai déjà dénoncé, mais en même temps, il faut regarder dans le passé tout ce qui pourrait nous aider à avoir des idées et qui ont été bloquées, et de comprendre pourquoi ça a été bloqué. Si je m'arrête 2 secondes sur Incocité, immédiatement, ça m'évoque Fourier. Charles Fourier invente le phalanstère. Le phalanstère est un mot qui construit sur phalange et son monastère. Bon, je ne rentre pas dans le détail, j'ai pas le temps. Mais il est agro-artisanal, on va dire. Donc le phalanstère est à la campagne, c'est pas en ville. Et le phalanstère va se démultiplier par contagion. C'est les gens qui vont dire « Ah bah tiens, ils vivent vachement mieux. On aurait pu l'imaginer dans ce truc, on va faire pareil. » Donc c'est pas par révolution, Fourier n'est pas révolutionnaire, il est plutôt pour une pandémie de ce qu'il appelait la loi d'attraction passionnée. Donc Fourier avait un mot d'ordre, la question n'est pas de ne pas satisfaire nos désirs, c'est de ne pas en avoir assez. Donc vous voyez, il a une démarche tout à fait étonnante de vouloir inventer ces nouvelles relations entre les humains. Il se présentait comme le Newton des passions. Newton a inventé la loi d'attraction générale, lui il a inventé la loi d'attraction passionnée, et il va, alors là c'est un aspect un peu, comment on pourrait dire, obsessionnel du personnage, il va essayer de comptabiliser toutes les caractéristiques passionnées des humains. Il va découvrir 810 caractères pour les hommes, 810 caractères pour les femmes, sachant qu'il y a du féminin dans le masculin et du féminin dans le masculin, j'ai dit, et donc du masculin dans le féminin, anticipant là-dessus Freud, et donc il imagine que son phalanstère idéal rassemblerait 1620 personnes qui, par la démultiplication des combinaisons possibles, permettrait l'exaltation totale de toutes les qualités passionnelles des humains. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ça nous entraînerait trop loin, mais sachez quand même que, par exemple pour les enfants,
les seules disciplines dans l'école de Phalanstère, il n'y en a que deux, c'est l'opéra et la gastronomie. Et la gastronomie comprend évidemment le jardinage. Et le jardinage comprend tout de suite, bien sûr, la géographie des plantes. Hein, donc, vous voyez, tout ça s'enchaîne, si vous voulez. Et puis, le travail manuel, le travail intellectuel, la recherche en bibliothèque, des planches, des fleuristes et des arboriculteurs, etc., pour comprendre tel et tel arbre, etc., mais en même temps, une pratique. Hein. Et ceci va être repris par tous les courants de pédagogie dite nouvelle. De Crowley, Steiner, Montessori, Patrick Guedes, très important, qu'on a totalement oublié. Patrick Guedes, pour lui aussi, il y a deux disciplines. On entre à l'école le matin et on a deux disciplines, jardin et musique. Lui était professeur de botanique, donc il s'occupait du jardinage. Sa femme était prof de piano, était pianiste. Voilà. Et donc les enfants, pendant 7-8 ans, ne faisaient que ces deux disciplines. Bon, il y a eu des enquêtes après, évidemment, parce que c'était très très décrié. Il y a eu des enquêtes après. Que sont devenus ces enfants? Ben, ils vont très bien. Ils ont très bien réussi leur vie avec ces deux disciplines. Mais aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est qui a inventé cet emploi du temps débile de l'école? Qui a inventé cette succession d'enseignements différents de 50 minutes en 50 minutes? Vous voyez, tout ça n'a aucun sens, et pourtant c'est admis, et c'est utilisé, alors que chaque enfant n'a pas le même rythme. Pour l'un, en un quart d'heure, il a terminé d'apprendre cette opération de calcul arithmétique. Hein. Pour l'autre, il lui fera 2-3 jours, et c'est très bien. Non, c'est rangez vos cahiers, maintenant on passe à autre chose. Vous rangez vos tablettes. Rangez vos tablettes, parce que nous avons eu un remaniement ministériel, paraît-il, qui remet en avant évidemment la tablette, comme étant l'élément central de toute la pédagogie. Regardez la loi débile de la ministre actuelle du numérique, hein, la République numérique, quand vous la lisez ce texte, c'est une aberration totale, c'est une soumission au grand groupe hein, de l'informatisation et de la numérisation. Et ça va évidemment avec ce rapport à la nature, parce que comme nous sommes dans une société où tout est interrelationné, j'invente ce verbe, eh bien, on voit à quel point, si je fais ceci, ça entraîne cela. Et c'est ceci en permanence. Hein, d'où l'idée qu'on ne peut plus pratiquer l'urbanisme, justement, qui est un savoir-faire sur des états, et non pas un savoir-faire sur des processus. Et là, le grand apport de la nature, le grand apport du jardin, pour nous, c'est simplement de nous expliquer que tout est processuel, que tout est transversal. Parce qu'il y a des chaînes alimentaires, je modifie la nourriture de ma poule, je modifie ce que je vais cultiver dans mon jardin, etc. Et puis, le troisième point essentiel de l'écologie, après le processus, l'interrelation, la transversalité, c'est l'interrelation. Donc ces trois éléments-là sont fondamentaux, et c'est ça qui devrait nous guider, y compris dans l'organisation d'un gouvernement. L'autre aujourd'hui, il y a tout faux, évidemment, il n'y a aucun ministère qui joue le processus, la transversalité et l'interrelation. On est au contraire dans des trucs thématisés, séparés, hermétiques les uns aux autres, ce qui fait que, évidemment, rien ne changera. Ce qui changera, c'est ce qui se fait ici, c'est-à-dire à des micro-échelles. Je circule beaucoup en France en ce moment parce que je suis invité à des conférences ici ou là, et à chaque fois dans des universités citoyennes, dans des universités populaires, par des associations de ceci ou de cela, et je suis à la fois émerveillé par l'incroyable ingéniosité que je peux constater, et mobilisation militante, et en même temps, je suis un peu, non pas inquiet, mais un peu embêté par comment dirais-je, le clivage qu'il y a entre cette population qui, sur place, essaye de vivre selon ses convictions, et le monde politique, y compris de leur propre région, qui est tout à fait ailleurs, qui est un autre monde. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, il y a deux sociétés, et vous avez eu raison de dire que le dialogue est impossible. Je pense que le dialogue est impossible. On ne peut plus dialoguer avec des élus tels que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui est la manifestation même de nos exigences, à la fois éthiques et environnementales, et de l'autre côté, leur pratique habituelle. Parce que ça ne marche plus, c'est ça qui est fondamental, c'est que c'est un autre monde. Moi, quand je salue le maire de ma commune dans le jardin, il me dit bonjour, je lui dis bonjour, je lui dis c'est pas qu'on a rien à dire, c'est qu'on peut rien se dire. Donc c'est autre chose, c'est tout, enfin, on peut rien se dire. Voilà. Et ça existe. C'est pour ça aussi que je suis très très
comment dirais-je, circonspect sur l'appellation à la mode du vivre ensemble. Non, je n'y crois pas. Je crois que c'est une invention des hommes et femmes politiques nantis, de vivre ensemble. Alors, ce qu'il faut faire, c'est comme dans la nature, c'est établir des relations pacifiques. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, comment imaginer une amicabilité de l'humain avec le vivant, et non pas du tout cette espèce d'illusion du vivre ensemble. Enfin, je n'ai pas le temps non plus, mais sauf si ça vous intéresse, je viens de terminer un article là-dessus où j'ai fait l'historique, parce que je voulais savoir, j'ai fait l'historique de cette appellation, d'où vient-elle, qui est-ce qui la prononce pour la première fois, pourquoi on en parle maintenant, comment ça disparaît, comment ça renaît, etc. Donc je reviens à l'agrocité, il y a Fourier, mais vous continuez, vous avez, et à Colombes il y a une cité jardin, vous avez Ebenezer Howard. Ebenezer Howard, c'est un sténographiste, il est parti d'Angleterre aux États-Unis parce qu'en Angleterre il étouffait, il va aux États-Unis, il s'installe comme agriculteur et puis il s'affoire parce que c'est un métier. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, les agriculteurs sont plutôt des OS des champs, on va dire ça comme ça. Ils ne sont plus des paysans qui maîtrisent l'intégralité des différents gestes qu'ils exécutent quotidiennement. Aujourd'hui, un OS des champs est contraint de respecter le logiciel qu'il branche sur son tracteur. J'avais posé la question comme ça à un agriculteur à côté de chez moi dans Touraine, et il m'a répondu, sur 18 gestes que j'accomplis quotidiennement, il n'y en a aucun qui est de mon propre fait. C'est le système agroalimentaire qui fait que j'exécute ça, et même si moi-même je ne suis pas tout à fait d'accord, le tracteur me rappelle à l'ordre, parce qu'il me réveille si je veux siester, il m'oblige à aller dans tel sens plutôt que dans tel autre. Il faut bien avoir en tête cette idée que la mécanisation de l'agriculture a été un appauvrissement total de la connaissance que le paysan pouvait avoir de son propre champ, de son propre environnement. Donc ça c'est déjà un point important, et donc Ebenezer Howard s'improvise agriculteur, il ne réussit pas. Aux États-Unis, il découvre un livre qui s'appelle 100 ans après, écrit par Edouard Bellamy. Il le ramène dans ses bagages. Ce livre va le nourrir et il va lui prendre l'idée d'une municipalisation du sol. C'est-à-dire qu'il considère que ce qui bloque toute initiative populaire, c'est la question de la propriété privée de la terre. Et donc il va inventer une propriété coopérative. La cité-jardin est d'abord un terrain qui appartient à un groupe. Personne ne peut aliéner ses terres. Par contre, chacun peut construire sa propre maison dont il est le propriétaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de spéculation foncière possible. Et la cité-jardin est une cité agro-urbaine, dans le sens où sur les 32 000, 35 000 habitants qu'il évalue à la louche, il y a au moins 2 000 à 3 000 agriculteurs qui produisent évidemment des biens agricoles. Et ce n'est pas du tout, la cité-jardin n'est pas du tout, comme on a voulu le faire croire à l'époque, une position nostalgique, une position technophobe. Non, il sait très bien qu'il y aura le train électrique qui va desservir les gares de ces cités-jardins, et puis par ce train électrique, on peut se rendre dans une grande ville qui n'aime pas trop, qui est Londres par exemple. Donc là aussi, il faut qu'on corrige cette idée toujours de dire, si je suis du côté de la nature, je suis contre le progrès, ou alors je suis pour une nature devenue elle-même un laboratoire pour l'agroalimentaire la plus chimisée. Il y a un très beau livre d'un anthropologue français qui s'appelle Le village métamorphosé, je ne sais pas si vous avez vu ce livre-là, de Pascal Diby. Donc pendant 30 ans, il a étudié le même village, je ne sais pas si tu le connais, Gilles, il a étudié le même village à côté d'Auxerre. Et donc lui, 30 ans, quand il était enfant, il allait voir les agriculteurs, il allait acheter du lait à la ferme, etc. Tout ça a disparu. Et il va voir les deux familles seulement sur les 40 ou 50 agriculteurs qui ont disparu en 30 ans. Les deux qui restaient là, il va les voir. Ce sont des jeunes, ils sont sortis du lycée agricole puis d'un BTS. Et il leur dit, vous êtes agriculteurs? Ils répondent, non, nous sommes moléculteurs. Ce sont des agriculteurs de molécules. Donc, vous voyez, et donc, vous voyez, c'est assez intéressant, c'est qu'ils ne voulaient surtout pas être des agriculteurs, ils sont des moléculteurs. Et ça, c'est une dimension très particulière de l'agriculture, qui existe. C'est celle qui va trier les semences, qui va jouer sur les hybridations possibles entre espèces vivantes, etc. etc.
Donc, Ebenezer Howard, lui, considère que la cité-jardin, c'est cette espèce de coopération, je garde le mot, entre le monde agricole et le monde urbain, les deux se transformant, évidemment, en bénéficiant de ce qui est intéressant chez l'un et chez l'autre. Au même moment, vous avez un géographe russe, prince russe, exilé en Angleterre, qui s'appelle Piotr Kropotkin, qui écrit au moins 2 livres passionnants que je vous recommande. Le premier, c'est L'Entraide. C'est un autre mot pour dire solidarité, mais c'est un livre très important parce que Kropotkin va étudier l'entraide d'abord chez les animaux, puis chez les plantes, puis chez les humains. Donc son livre est passionnant parce alors les données ont un peu changé, bien sûr, parce que c'était tributaire de la connaissance scientifique de l'époque, mais c'est déjà excessivement intéressant. On y part des éthologues et il dit voilà, les animaux manifestent tel type d'entraide entre eux, à tel moment par exemple au moment de la nidification, etc. Bon, et puis voilà, et ben nous on peut s'en inspirer, nous les humains, pour essayer pareillement de vivre, non pas ensemble, mais de vivre en bonne intelligence. C'est un peu différent. Donc ce livre-là, L'Entraide est intéressant, et le livre suivant qu'il publie la même année du reste que Cité Jardin en 1898, s'appelle Champs, usines, ateliers, où il décrit un univers agro-industriel qui est réparti dans les campagnes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grandes villes, plus de mégalopoles, il n'y en avait pas à son époque, mais enfin de vastes grandes villes, il n'y en a plus, on est dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des villes-territoires ou des villes-paysages, si vous voulez, hein, qui sont entièrement jardinés. Ça avait beaucoup plu du reste à un autre auteur anglais que j'affectionne tout particulièrement, qui est William Morris, hein, qui, dans Nouvelles de nulle part, explique précisément que ce qu'il faut, c'est avoir un autre rapport à la nature, un autre rapport au territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kropotkin, et puis Geddes, et puis Ebenezer Howard vont nourrir un auteur américain qui s'appelle Lewis Mumford, et un de ses amis qui s'appelle Benton McKay, donc lui, il n'est pas traduit en français malheureusement, qui sont dans la lignée de tout un courant américain qui sont totalement ignorés en France. John Burroughs, par exemple, qui est un auteur américain qui est très connu aux États-Unis pour un tout petit livre qui s'appelle Construire sa maison, et c'est exactement ça. Moi, si tu l'as lu, Constantin, mais tu as redécouvert John Burroughs, donc lisez ce livre-là si vous pouvez. C'est un auteur américain qui se nourrit aussi de Downing. Downing, c'est le gars qui a créé la revue d'horticulture aux États-Unis en 1847, qui a été le lauréat qui a gagné le concours pour Central Park. Et malheureusement, il est mort accidentellement dans le bateau sur le River qui l'emmenait à New York. Il est mort à 37 ans et donc du coup il avait eu la chance de noter le nom de Frédéric Law Olmsted, qui du coup lui a succédé, et c'est à lui qu'on attribue dorénavant Central Park. Mais c'est pour vous dire que pour lui, par exemple pour Downing, quand on lui parlait de l'urbanisme d'une ville, il disait la place centrale de la ville, c'est une forêt. Il faut que toutes les villes aient une forêt urbaine. Il faut que toutes les écoles aient un jardin. C'est la priorité, pas de cours de récréation, ça c'est des conneries, ça sert à rien, mais des jardins. Et que ces jardins soient ouverts à d'autres, et qu'ils se donnent la main, une sorte de farandole verte permanente, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de décisif, bien sûr. Donc vous voyez, il y a tout ce passé-là rétro qu'on oublie, mais qu'il faut redécouvrir, parce qu'il nous montre aussi que ces gens-là se battaient contre les mêmes que nous. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Et là, vous pouvez déstabiliser votre adversaire en disant « Ah, mais vous dites la même chose que monsieur Untel en 1902, et vous nous le dites en 2016. » Alors là, il faudra peut-être vous mettre à jour. Et si vous voulez vous mettre à jour, il faut sauter plusieurs générations pour en arriver à penser précisément une agrocité. Alors, je veux parler de Benton McKay. Benton McKay, vous allez voir, le monde est petit. Benton McKay, donc Benton c'est son prénom, McKay, M-A-C-K-A-Y-E. Lisez son livre, c'est Philosophie du territoire. Il va en 1923 avec Lewis Mumford, avec Clarence Stein, avec Catherine Bauer, etc., créer l'association américaine pour le régionalisme, et ils inventent ils reprennent la notion de biorégion urbaine à Patrick Geddes, et ils vont l'imaginer à l'échelle des États-Unis. Et un autre de leurs compagnons s'appelle Aldo Leopold. Aldo Leopold,
notez ce nom, achetez ses livres, vous ne serez pas déçus. Là, vous allez passer un moment extraordinaire. Il a écrit l'Almanach du Comté des Sables, c'est son plus connu, qui sort un an après sa mort en 1849. Mais en fait, depuis, il y a deux autres de ses ouvrages qui ont été traduits en français, dont l'un s'appelle La santé de la terre, qui est remarquable, et c'est paru chez José Corti dans la collection Biophilia, donc des amis de la vie. Bios, en grec, il y a deux mots pour dire vie. Il y a bios, c'est Zoé. Zoé qu'on trouve en zoologie, bio qu'on retrouve en biologie de Nana. Et puis, dans la biographie, évidemment. Et donc, Biophilia, c'est l'amitié de la vie. Et cet auteur, Aldo Léopold, est indispensable. Aldo Léopold, il faudrait photocopier le chapitre de l'Almanach du Comté des Sables qui s'appelle Penser comme une montagne et le donner au maire ici. Parce que il dit à tout le monde, avant de faire quoi que ce soit, demandez l'avis du lieu sur lequel vous allez intervenir. Donc, montagne, veux-tu un restaurant à vue panoramique? Veux-tu une remontée mécanique? Veux-tu des pistes de ski? La montagne répond non. On n'en fait pas. Alors c'est la même chose, ici on vient interroger le jardin partagé. Veux-tu devenir un parking? Non. Non, j'ai bien entendu. Donc on n'en fait pas. Donc il faut demander, il faut penser comme un réverbère, penser comme une rivière, penser comme un arbre. Et ça, c'est des manières tout à fait nouvelles, évidemment, d'établir une politique du Parlement des choses, comme dit Latour ou Dominique Moore. Et il faut qu'on invente ça. Et ça, c'est magnifique. Il faut dire au maire, on a des idées pour vous, vous allez devenir encore mieux. Enfin, c'est pas rigoler. Vous allez incroyablement progresser. Maintenant, vous allez faire une campagne électorale, vous allez vous adresser à tous ceux qui ne parlent pas, qui sont des arbres, des plantes, des pierres. Et vous allez voir que si vous mobilisez ces gens-là, alors là, vous allez inventer une nouvelle citoyenneté. Et l'agrocité, pour moi, c'est ça, parce que dans un de mes derniers livres qui s'appelle Désastres urbains, c'est une page de pub, hein, Désastres urbains, les villes meurent aussi, j'essaie d'expliquer que les villes sont mortelles. Et donc peut-être qu'on est aujourd'hui arrivé à un moment où précisément on va entrer dans la défaite radicale de la mégalopolisation, qui est, ne l'oublions pas, ce qui est mis en avant par les Nations Unies. Nous allons avoir, vous allez voir ça dans la presse dans les mois qui viennent, c'est le grand rassemblement de Habitat des Nations Unies à Quito, donc en 2016, en avril prochain, toute la presse va parler que de ça. Et le modèle mis en avant par les technocrates des services des Nations Unies et autres, c'est la mégalopole. C'est-à-dire que c'est le toujours plus gros. C'est le big is beautiful. C'est absurde, évidemment, parce que ça entraîne, ça a des conséquences inouïes sur le rapport, évidemment, à la nature. C'est une question d'échelle, de proportion, de temporalité. Et c'est un rapport énorme, évidemment, sur la citoyenneté. Comment voulez-vous qu'il y ait une pratique démocratique si on est 28 millions d'habitants pour une ville, qui n'est plus une ville du reste? Donc ce n'est pas possible. Donc il nous faut réimaginer les nouvelles territorialités du politique, et ça, c'est un enjeu énorme. Et c'est pas facile, hein, bien sûr. Alors je continue, je m'arrêterai là-dessus sur l'agrocité. Donc on a donc ce courant américain qui n'a pas pris, parce qu'il n'a pas pu lutter contre l'idéal de l'autoroute urbaine aux États-Unis, de la suburbe généralisée, et puis de ce qu'on a appelé la civilisation du centre commercial. Mais là, je vous donne juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que lorsque Victor Gruen, qui est un architecte autrichien qui fuit le nazisme et qui se réfugie aux États-Unis, après avoir été sans succès, après avoir voulu sans succès s'installer en France, et comme quoi il y a des choses récurrentes. Hein. Un réfugié politique, il parle français, il adore la culture française, il veut s'installer en France. Nous, en 1938, on n'en veut pas. Et Hannah Arendt, c'est pareil. Ça a quand même des échos, vous voyez, rétro-prospective, c'est des échos avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On est le pays des droits de l'homme, mon homme. Et, évidemment, il part où? Il part aux États-Unis. D'ici 2030, les États-Unis vont accueillir 60 millions d'immigrés. Nous, quand on en a parlé de 24 000, c'était en 2 ans, et si possible, en les comptant 2 fois pour en avoir moins, etc., etc. Quand il y a eu la révocation des dits de Nantes
en 1685, la ville de Genève a accueilli en quelques mois 24 000 réformés qui quittaient la France. Et ça a provoqué la première loi d'urbanisme sur le rehaussement et la surélévation des maisons. C'est pour vous dire que moi, ça m'intéresse toujours de faire ces allers-retours entre le passé et le futur. Alors, j'en reviens à Victor Gruhen. Il dit, lui, il découvre un monde qu'il n'avait jamais vu, l'immensité nord-américaine, ces énormes marées pavillonnaires, et il leur dit, il leur manque une ville. Je vais leur fabriquer une ville. Et il appelle ça centre commercial. Enfin, il appelle ça mall, mais bon, peu importe. Et donc, il crée un centre commercial qui est une ville miniature, pédestre, et des parkings. On laisse ses bagnoles sur le parking, on rentre dans la ville, et là, dans la ville, il y a des commerces, des boutiques, des restaurants, des cinémas, des services sociaux, des annexes de la municipalité, etc. etc. Ça, c'est le premier centre commercial. Le deuxième, le troisième, le quatrième qui arrive, comme par hasard, il n'y a plus les services sociaux, il n'y a plus l'armée du salut, il n'y a plus le dispensaire populaire, etc. Tout ça n'existe plus, il n'y a plus que de la marchandisation. Et c'est l'image que nous avons, nous, du centre commercial. Et Victor Gruhen revient en Autriche, milite pour le commerce de rez-de-chaussée, parce qu'il dit une ville, ça vit dans ses rues, et non pas dans un centre qui est excentré, parce que c'est ça aussi le jeu du vocabulaire, il faut y aller. Et lui, à l'époque, il n'avait pas compté, évidemment, le bilan carbone des 100 000 bagnoles jour qui vont quitter Angers, Perpignan, Marseille pour aller dans les centres commerciaux avoisinants. Donc, il y avait là une espèce de compréhension de ce qu'il faut défendre, c'est ce qui fait la ville. Et ce qui fait la ville, ce sont trois qualités, fondamentalement, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Et la diversité comprend le domaine du vivant, et l'altérité comprend aussi le domaine du vivant. Et donc, là, on est en train de casser cette espèce de combinatoire de ces trois qualités. C'est pour ça que la ville est en danger, évidemment. Elle est en danger parce qu'on n'est pas capable de cultiver ces trois qualités. Je m'arrête ou on traduit comme ça. C'est que pour lui, toute intervention dans la ville doit participer à la création d'un environnement. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas ce qui nous entoure, qui du reste a été environné par le propre déploiement de nos techniques, mais ce qui fait corps avec nous. C'est à nous de faire environnement avec. Et moi, je ne peux pas faire environnement avec un parking. Donc, du coup, je vais m'interroger, et je pense que là, il faut que la parole la plus libre possible circule, et cette parole, c'est la parole des citoyens. Mais le mot citoyen me gêne un peu parce qu'en français, ça renvoie à la majorité électorale, qui est 18 ans, et à la nationalité. Donc, je pense, et je suis très très triste, quand je vois les chiffres pour la Belgique, par exemple, où les immigrés ont le droit de vote, quand je vois le taux d'abstentionnisme chez eux, c'est énorme. 90% ou 80% des immigrés qui ont le droit de vote n'ont pas voté. Donc là, je me dis, il y a un déficit de démocratie, donc il y a toute une culture à diffuser, à entretenir. Tout ça est excessivement difficile. Ça passe par des événements comme celui-ci, par des situations comme celui-ci, comme celle-ci. Et donc, il faut sans cesse essayer de démultiplier les pratiques démocratiques. Alors moi, j'en suggère plusieurs. D'abord, que les enfants puissent beaucoup plus, que ce n'est le cas aujourd'hui, participer à la vie de leur cité. Du reste, ce ne serait qu'un accord avec la Déclaration universelle des droits des enfants de 1959, revue en 1989 par le Congrès de New York, où il y a un article qui stipule qu'on ne peut rien faire concernant un enfant sans le consulter. Demandez à vos enfants ou à des enfants, est-ce qu'ils ont été consultés pour le mobilier scolaire, pour l'école, pour la cantine, pour tout ce qui les concerne? Pas du tout. Donc il faut peut-être là inventer un droit de vote à 12 ans ou 11. Tout ça, c'est fort débattre, c'est pas compliqué. Et puis, évidemment, il faut avoir des systèmes de tirage au sort. Certains mandats sont trop longs. Pour le maire, moi je suis partisan de tirer au sort le maire d'une commune pour 1 an. Et chaque année, ça tourne. Alors,
je vous rassure tout de suite, parce que j'ai l'habitude maintenant, quand je dis ça, ah mais non, c'est pas possible, ah, si, Genève. Le maire de Genève est élu pour une année. Il n'est pas tiré au sort, mais pour une année. À Genève, c'est pas une ville qui va mal. Ah, on a l'impression. Donc, vous voyez, là aussi, on a des idées préconçues. On pense qu'il faut une durée. Attention, philosophiquement, la durée n'est pas la continuité. On mélange pas tout. Alors, qu'il y ait une continuité politique, ok, mais ça peut être une continuité par élus ou tirés au sort successifs qui partagent les mêmes idéaux. Alors vous allez me dire, il faut déjà avoir des idéaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut avoir une vision, pas simplement une prévision. Et la vision, bah, c'est un engouement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce qui fait citer? Ne l'oublions pas, dans notre langue, nous, on a, par rapport aux autres langues indo-européennes, on a cette particularité, c'est que le mot ville vient du vocabulaire rural. Villa, qui veut dire domaine agricole. Banlieue, c'est un mot francique. Le francique, c'est la langue germanique que parlait Charlemagne, et c'est un terme du vocabulaire juridique. Ça veut dire, la banlieue, c'est l'endroit qui bénéficie de la protection seigneuriale à une lieue près. La lieue, c'est 4 km environ à l'époque. Donc il n'y a rien de plus intégré qu'une banlieue, de plus protégé par la loi qu'une banlieue. Vous voyez comment le mot a changé de sens, puisque j'ai vu des titres de la presse, déjà il y a une vingtaine d'années, disant la banlieue hors la loi, la banlieue, j'ai même entendu un ministre qui disait la banlieue c'est le lieu qui est mis au banc de la société. Il s'appelait Éric Raoul. Raoul, pardon. Retenez ce nom. J'ai terminé avec lui, je dis monsieur le ministre, je ne pas monsieur le ministre, je me fous. Monsieur, vous vous trompez, ça ne veut pas du tout dire ça. Alors il a regardé le gars de son jeune, je sais pas comment on appelle ça, Sciences Po, il a dû faire son discours. On va rigoler, tu me fais dire des conneries. Non, la banlieue, c'est au contraire le lieu le plus intégré. Mais ça, c'est un truc français. Alors, il ne faut pas oublier que dans les langues indo-européennes, vous avez deux modèles linguistiques de la cité. Vous avez le modèle grec avec la police, qui vient de l'acropolis, c'est-à-dire le fortin, le lieu fortifié. Et donc, c'est quand on rejoint le lieu fortifié, la police, qu'on acquiert la citoyenneté, on devient politesse. Le modèle latin, c'est tout à fait autre. C'est une assemblée comme nous, et on décide, nous, en tant que citoyens, de créer la cité. Donc attention, là encore, vous voyez, on s'est fait avoir, j'allais dire, par nos enseignants, du moins les miens, qui me faisaient croire qu'il y avait une antiquité gréco-romaine. Non, il y a deux antiquités, voire trois. Il y a les Grecs, c'est une histoire, c'est des histoires même. Et puis ensuite, il y a les Romains, c'est une autre histoire. Et donc ce n'est pas la même conception de la vie, ce n'est pas la même conception de la pratique politique, ce n'est pas la même conception du débat public et de l'opinion. N'oublions pas que l'agora n'est pas une place. L'agora, c'est ce qu'on est en train de faire. En grec, agora, ça renvoie au verbe grec agerain, qui veut dire s'assembler. L'agora, c'est le rassemblement. Ce n'est pas un lieu, c'est agéographique, c'est atopique. C'est pour ça que c'est fort. Si nous tous on va par là, on déplace l'agora. Et c'est pas grave, parce qu'on risque de l'agrandir. Tandis que le forum, là, c'est une place. Une place en plus où on mêle le commerce, les religions, etc. Enfin, je sais pas. Bon. Non, mais il faut que j'y puisse. Bravo.